Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous choisir pour un nouveau forum. 7 prétendants pour un fauteuil. Les Togolais vont aux urnes le 22 février prochain pour élire leur président. Parmi les 7 candidats en lice, le président sortant, Faure Eswazimna Gnassingbé, est-il le favori, le grand favori de ce scrutin? Après 15 ans de pouvoir, les conditions d'organisation des élections garantissent-elles un scrutin libre, transparent et démocratique? Son bilan parle-t-il en sa faveur? Toutes ces questions à évoquer avec un de ses plus proches collaborateurs. Je vais l'appeler GBB, bonjour. Bonjour Monsieur Gilles Boko. Pour D. Gilbert Badilem Baïna Bawara, actuel ministre togolais en charge de la fonction publique, du travail et de la réforme administrative. Merci d'avoir répondu favorablement encore. C'est toujours un plaisir de répondre à vos invitations et surtout d'avoir l'occasion d'échanger avec les téléspectateurs. Parce que c'est également un moyen d'échanger avec nos concitoyens. Avec qui se trouve au Togo et partout dans le monde. On va commencer, Monsieur le ministre, avec le bilan politique des 15 ans de pouvoir du président Faure Gnassingbé. Quand il arrivait au pouvoir en 2005, dans des conditions un peu particulières, un de ses objectifs prioritaires, c'était de réconcilier les Togolais entre eux, panser les plaies après des décennies de déchirement politique. 15 ans après, est-ce que cet objectif est atteint? Quelles ont été les mesures concrètes que le président a pu prendre? Pour quels résultats? D'abord, si nous faisons un petit retour en arrière, en février 2005, lorsque le président Faure Eswazimna Gnassingbé arrive aux affaires, les Togolais sont plongés dans l'incertitude, des doutes et des interrogations sur l'avenir. Certains se demandent si le pays ne sera pas précipité dans un chaos. Le dialogue politique était totalement bloqué. On se rappelle qu'à l'époque, sur la base des 22 engagements, il fallait avoir un dialogue politique. Le premier ministre de l'époque, M. Kofi Sama, et les acteurs politiques avaient essayé de renouer le dialogue et il n'y avait aucune avancée. C'est avec le président Faure Eswazimna Gnassingbé qu'on a un dialogue politique structuré, avec un agenda défini de manière concertée, avec l'implication de tous les acteurs. C'est vrai, à l'époque, le principal leader de l'opposition, M. Gilles Chris Olympio, ne se trouve pas sur le territoire national, mais il y a eu des va-et-vient entre des émissaires du président de la République et lui-même pour recueillir ses points de vue. En novembre 2005 déjà, le président de la République avait réuni au palais de la présidence à la Marina les acteurs politiques qui se trouvaient sur le territoire national, avaient recueilli leurs points de vue. Et donc c'est sur cette base-là qu'un dialogue politique structuré, méthodique a été engagé, d'abord entre Togolais, sous la conduite d'un leader de l'opposition traditionnelle, M. Maître Agboibo. Nous sommes parvenus à un certain nombre de compromis et ensuite, avec la facilitation du président du Burkina Faso à l'époque, nous sommes parvenus à l'accord politique global qui a débouché sur la mise en place d'un gouvernement d'union nationale dirigé par l'opposition, comprenant non seulement les acteurs politiques, toutes tendances confondues, mais également des représentants de la société civile. Et dans la foulée, d'importantes réformes sont engagées. D'abord pour réformer, moderniser le cadre électoral. L'essentiel des dispositions du cadre électoral d'aujourd'hui sont issus du consensus de l'accord politique global. Et ces consensus-là n'ont pas été modifiés. La réforme des forces de défense et de sécurité a été amorcée déjà à cette époque. Vous savez, le président a cherché à tirer les leçons par rapport aux causes et aux facteurs ayant éventuellement entraîné un certain nombre de violences politiques en marge de l'élection présidentielle d'avril 2005. Et un des constats était que les effectifs et les moyens et capacités d'action de la police et de la gendarmerie, qui sont les forces traditionnelles de maintien d'ordre, étaient totalement insuffisants. Et c'est depuis lors que des recrutements, des formations, le renforcement des capacités et des moyens d'action de la police et de la gendarmerie ont été considérablement avancés, de telle sorte qu'aujourd'hui, les forces armées n'ont pas à intervenir en premier lieu dans le maintien de l'ordre et de la sécurité. C'est essentiellement les forces
de sécurité, à savoir la police principalement et la gendarmerie. Mais c'est également à cette époque qu'il y a eu des initiatives pour faire la lumière sur les violences qui sont survenues. Rappelons-nous de la commission de réflexion sur la réhabilitation de l'histoire nationale, conduite à son époque par Monseigneur Dossé Agneron. Les Togolais l'ont oublié, c'est déjà à cette époque-là, sous l'impulsion du président de la République. Rappelons-nous de l'équipe d'enquête qui avait été mise en place par le président de la République, conduite par Maître Kofigo, qui a permis de faire la lumière sur les violences survenues en marge des élections. Et sur cette base-là, une véritable dynamique de réconciliation nationale a été amorcée. Le 27 avril n'était pas célébré auparavant. Aujourd'hui, la fête de l'indépendance nationale est célébrée de manière digne et officielle. Le 13 janvier était auparavant célébré comme une date de libération nationale. Le 13 janvier est devenu une date banale. Un certain nombre d'artères, de places publiques ont été rebaptisées. D'abord, je voudrais aussi rappeler, c'est qu'à cette époque, et grâce au président Faure, que le père de l'indépendance nationale, Sylvanus Olympio, est aujourd'hui reconnu comme tel dans notre histoire. Un certain nombre d'artères de places publiques ont été rebaptisés en mémoire et en hommage à ceux de nos anciens qui ont joué un rôle pour l'indépendance et pour l'émancipation. La place Anani Santos ne s'appelait pas place Anani Santos à l'époque. Il y a un artère qui porte le nom de Kléber Dadjo. C'est pour dire, sur le plan politique, sur le plan institutionnel, sur le plan des actes symboliques de réconciliation nationale, l'histoire retiendra que le président Faure aura été l'artisan et l'acteur principal de cette dynamique. Enfin, je voudrais dire un mot concernant le processus de réconciliation nationale tel qu'il est aujourd'hui connu. D'abord, la mise en place de la CVJR. À l'époque, le président de la République n'a pas souhaité procéder de manière plus ou moins unilatérale à la mise en place d'un mécanisme. Il avait dépêché une équipe auprès de la haut-commissaire aux droits de l'homme à Genève, Madame Louise Arbour, pour solliciter ses conseils, pour lui demander comment vous verriez un mécanisme crédible et indépendant de réconciliation nationale. Et c'est la haut-commissaire qui a préconisé qu'il y ait des consultations associant les acteurs de la société civile, les chefferies traditionnelles, les confessions religieuses, les acteurs politiques. Et c'est sur la base de ces consultations qu'il est apparu qu'il serait mieux qu'un prélat président aux destinées de la CVJR. Voilà cette dynamique-là qui a été menée, qui a débouché sur un certain nombre de conclusions. Et sur la base de ces conclusions, deux autres mécanismes ont été mis en place, à savoir le HCROUN, le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale, conduite par la médiatrice de la République, Madame Awanana, et la commission de réflexion sur les réformes constitutionnelles et institutionnelles, dont les travaux étaient pratiquement achevés lorsque le 19 août est venu plus ou moins contrarier la dynamique. Alors, dans notre histoire, depuis les années 60, on n'a jamais eu autant une dynamique solide, crédible, durable, irrévocable de réconciliation nationale, d'efforts visant à fédérer les Togolais au-delà même des clivages, pour que nous puissions œuvrer et contribuer au développement économique dans la cohésion et la concorde. Oui, maintenant je reviens à ma question centrale. Pour quels résultats? Est-ce que vos objectifs ont été atteints? Surtout, vous évoquiez tantôt le spectre, les événements du 19 août 2017, alors où une colère généralisée a éclaté dans le pays avec les conséquences que vous connaissez, avec les forces de défense et de sécurité qui sont revenues dans les rues. Est-ce que, à la lecture de ces événements, on peut dire que vos objectifs ont été atteints? Tout à l'heure, je vous parlais, au commencement de mon propos, du leader historique de l'opposition, M. Gilles-Christ Olympio. Aujourd'hui, qui vit sur le territoire national, dont le parti apporte une contribution
à l'évolution du pays. Les Togolais ne doivent pas oublier ces épisodes du passé. Avant 2005, les forces de défense et de sécurité vivaient sur le qui-vive. Il y avait eu un certain nombre d'événements qui étaient de nature à mettre en cause la paix, la sécurité et la stabilité du pays. Aujourd'hui, on n'en parle plus parce que le président Faure a œuvré à cet effet. Les dynamiques de dialogue politique, de concertation. Vous voyez, je ne vais pas citer de pays quelconque, mais quand nous voyons la paix et la sécurité qui règnent aujourd'hui au Togo, ce n'est pas le fruit d'un hasard. Ce n'est pas quelque chose qui est advenu comme ça. Si les Togolais peuvent vivre dans la tranquillité, dans la sérénité, si nos enfants, nos mères, nos épouses peuvent aller au marché, revenir, si on peut aller au travail, sans se poser des questions si mon mari va aller au travail, revenir sain et sauf, mon enfant va aller à l'école et ne pas être attaqué, contrairement à ce qui se passe dans beaucoup de pays autour de nous, c'est parce qu'il y a eu des réformes, il y a eu des efforts, il y a eu une volonté politique. C'est le résultat et le fruit tangible, palpable de cette politique-là, de réforme et de réconciliation nationale. La question des réformes politiques aujourd'hui, on n'en parle plus. Qui l'a voulu, qui l'a fait? C'est le président de la République. Vous savez, la dernière fois, j'ai pris mes documents et je les parcourais. J'ai retrouvé les documents des concertations et des consultations que le gouvernement avait voulu, notamment en 2012 et 2014, et auxquels avait contribué Monseigneur Bariga. Et quand je vois l'agenda des points qui étaient inscrits à l'ordre du jour, retour à la Constitution de 1992, notamment les points fondamentaux, le mode de scrutin à 2 tours. Aujourd'hui, on n'en parle plus. À la veille de l'élection présidentielle de 2015, nous étions encore en train de nous étriper, de nous dire pas de réforme, pas d'élection. La limitation des mandats présidentiels. Aujourd'hui, on n'en parle plus. La recomposition de la Cour constitutionnelle. Alors, je pourrais citer autant d'exemples. La justice est en train de se réformer, même s'il reste encore beaucoup de défis, parce qu'il y a quand même, il faut le constater avec honnêteté, un sentiment de suspicion et de méfiance des Togolais, et à juste titre, dans notre justice, parce qu'il y a un certain nombre de méfaits, de comportements qui ne sont pas bons. Alors, je dis dans l'ensemble, il y a une vraie dynamique de réconciliation nationale. Il y a eu de vraies réformes qui ont entraîné l'apaisement de la vie politique et sociale. C'est grâce au président Faure qu'il y a eu le dialogue social tripartite en 2006, qui a débouché à la fois sur un accord et sur la mise en place du Conseil national du dialogue social. Aujourd'hui, je ne dirais pas que les contestations et les agitations sociaux ont disparu, mais au moins il y a un climat de paix, de stabilité sociale que tout le monde peut observer. Vous parlez de paix, c'est tout cela qui a permis, c'est cet environnement-là, à la fois social, politique, cette dynamique de réconciliation nationale et d'apaisement qui ont permis de relancer la machine du développement et la dynamique de satisfaction aux besoins et aux priorités des Togolais. Oui, on parlera du social et du développement dans la seconde partie de cette émission, mais je voudrais revenir sur le climat de stabilité dont vous parlez. Certains peuvent vous contredire. Je donne par exemple le cas des 4 musulmans qui ont sorti dans la semaine un communiqué précisant que certains coins du pays donnent l'occasion à la persécution de certaines populations, nommément citées, les Thèmes par exemple, à Sokoré ou dans les zones d'Agoué, dans la capitale Lomé. Alors comment expliquer ces poches comment je ne veux pas dire d'instabilité, alors que globalement vous croyez qu'il y a une dynamique irrévocable de réconciliation? Vous savez, ce que vous appelez mouvement des 4 musulmans, moi je ne le connais pas. Probablement qu'il existe. Je l'ai découvert à l'occasion des événements douloureux que notre pays a vécu. Je voudrais rappeler que généralement, à certaines occasions, comme à la fin de l'année, il était de coutume que le président reçoive les responsables des confessions religieuses. Et les grandes confessions religieuses au Togo sont connues.
Et la conférence épiscopale était reçue, l'Union musulmane du Togo était reçue, les assemblées de Dieu étaient reçues, les responsables de l'église presbytérienne étaient reçus. Alors, j'avais été estomaqué, pour ne pas dire profondément surpris et déçu. Lorsque, en décembre 2018, on voit une délégation de prélats se rendre à Accra pour rencontrer le chef de l'État ghanéen. Et on est surpris de voir que ces prélats ont amené avec eux quelqu'un qui se dit responsable des cadres musulmans. Alors que les mêmes prélats sont reçus chaque année en compagnie de l'Union musulmane du Togo. Qui crée la division en ce moment-là? C'est le président de la République, son mouvement? Non. Je vais vous dire ceci. Ce que le PNP a introduit comme venin dans la vie politique togolaise, c'est à la fois cette dimension ethnique et communautaire que vous venez d'évoquer et cette dimension religieuse. Avant cela, nous n'avons jamais vu au Togo des tendances politiques qui se revendiquent ouvertement d'une communauté, d'une ethnie ou d'une religion. Au point où certains sont allés jusqu'à s'interdire, dans le cadre de la C14, les manifestations les vendredis, même s'ils ne le faisaient pas pour les dimanches. Vous savez, l'État togolais est un État laïque. Et nous devons œuvrer à réaffirmer et à faire vivre à la fois l'ensemble des communautés et des ethnies dans la cohésion et l'harmonie. Nous devons également faire coexister et vivre ensemble toutes les religions. Toute tendance tendant à des replis identitaires, quelle que soit la dénomination, que ce soit sous forme de religion, de communauté, nous devons œuvrer à bannir cela à la fois de la vie sociale et de la vie politique dans notre pays. Donc s'il y a des problèmes, j'encouragerai les premiers concernés, ceux qui ont instauré ce genre de dérive, ce genre d'intolérance dans notre pays, à s'abstenir et à éviter de continuer à exalter et à agiter ce genre de comportement. Oui, vous voulez dire que ces zones du pays, les habitants ne sont pas persécutés dans ces zones citées par les cadres musulmans, notamment à Sokolé, à Agoué et ailleurs, hein? Vous savez, aucun coin du territoire ne doit échapper à l'autorité de la loi et à l'autorité établie. L'ordre, la sécurité, la paix doivent régner dans tous les coins et recoins du pays, peu importe les considérations d'ordre politique et autres. Et donc je ne crois pas que la police, la gendarmerie, les pouvoirs publics, pour agir dans le sens de la préservation de la tranquillité, de la sérénité, de la quiétude des populations, pour permettre à notre pays de préserver son atout formidable, qu'est la paix, la sécurité, qu'il faille avoir à l'esprit des considérations de ce genre-là. Partout sur le territoire national, lorsque les conditions l'exigent, il y aura une présence et des actions des pouvoirs publics, y compris de la police, de la gendarmerie ou des forces armées, parce que si nous vivons aujourd'hui dans la paix et la sécurité, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est parce que chaque moment, à chaque instant, le président agit et veille à ce que notre pays vive dans la paix et la sécurité et que les Togolais soient protégés et bénéficient de la sécurité partout sur le territoire national. Il n'y aura pas un coin qui échappera à cette vigilance. Monsieur le ministre, on va refermer, pour refermer le dossier de la réconciliation. Je voudrais qu'on aborde le sort de l'opposition au Togo aujourd'hui, parce que dans un régime démocratique, il faut bien une opposition forte, hein. Est-ce que vous n'avez pas réussi à écraser l'opposition? Elle existe aujourd'hui comme un serpent à plusieurs têtes. Que devient-elle aujourd'hui? En face, est-ce que vous avez une opposition aujourd'hui, monsieur le ministre? J'ose croire que nous avons une opposition. Si vous avez des doutes, ou si jamais cette opposition devait être considérée comme affaiblie ou divisée, ce n'est certainement pas le fait du gouvernement ou du président de la République. Et donc, je pense que pour la vitalité de la démocratie,
pour que la contradiction du débat soit dynamique dans un pays, et notamment dans notre pays, il est important que divers courants de pensée, que diverses tendances politiques et sensibilités politiques puissent exister et s'exprimer. Naturellement, il ne sera jamais question de forger artificiellement des partis politiques pour faire contrepoids au gouvernement. Donc, je crois que c'est auprès des Togolais qu'il faut travailler. Et s'il y a des problèmes, il faut véritablement interroger probablement les acteurs eux-mêmes. Ce que moi je constate, c'est qu'il y a une diversité de sensibilités et de diversité ou éclatement? Parce que nous retrouvons certains à l'Assemblée nationale, d'autres en dehors de l'Assemblée nationale, certains sont encore à l'extérieur du pays. Une opposition totalement éclatée. Si c'est votre constat, je le déplore. Pas votre constat, mais ce fait. Et si ce fait est arrivé, si on en est arrivé là, c'est de la responsabilité des femmes et des hommes qui incarnent cette opposition. Donc, je ne veux pas faire de commentaires supplémentaires sur ce qu'est devenu l'opposition aujourd'hui. Ce que je peux dire, et vous le savez parfaitement, si je prends le dernier épisode, depuis le 19 août 2017, tout le monde peut voir le souci d'ouverture, le souci du dialogue, la volonté de compromis qui ont toujours guidé le président de la République et le gouvernement. Dans la foulée des événements d'août 2017, en septembre déjà, tirant les leçons de tous les dialogues qu'il y avait eu déjà, des résultats du travail de la commission de réflexion sur les réformes constitutionnelles, institutionnelles et politiques. Début septembre, le gouvernement a introduit un projet de réforme constitutionnelle à l'Assemblée nationale. Qui l'a combattu et qui l'a rejeté? C'est l'opposition. En introduisant une litanie de modifications et en réalité en faisant blocage et obstruction. Pendant tout le dialogue politique, malgré les efforts du président, vous pouvez vous rappeler les correspondances envoyées par le Premier ministre aux acteurs politiques, les correspondances envoyées par le ministre de l'administration territoriale, les va-et-vient des chefs d'État guinéens et ghanéens, leurs exhortations à ce que nous puissions parvenir à un compromis raisonnable et responsable. Tout cela qu'il a rejeté, ce n'est quand même pas la majorité présidentielle ou le parti du président de la République. C'est l'opposition. Rappelez-vous, début novembre 2018, nous étions à Conakry, alors que le recensement avait déjà eu lieu. Les chefs d'État, les facilitateurs, plus d'autres chefs d'État nous ont exhortés, nous ont encouragés, d'une part, à rouvrir au moins quelques jours de rattrapage de recensement électoral pour permettre à l'opposition à la partie de l'opposition qui avait demandé le boycott, de se rattraper. La CENI a été recomposée, parité, 8-8, en dehors du représentant de l'administration. Comment vous ne pouvez pas un seul instant imaginer que le gouvernement ou sa majorité ou le président de la République ait une responsabilité quelconque dans ces contradictions, incohérences et inconséquences de notre opposition. Cela nous désole de voir cette opposition éclater, comme vous le dites, s'affaiblir, diviser, comme vous le dites. Cela nous désole et nous œuvrons pour qu'au niveau du pays, il y ait véritablement le pluralisme politique. Ce pluralisme ne se traduit pas nécessairement par les partis qui existent. Peut-être qu'il y a des personnalités qui émergent, il y a des partis qui émergent. Dans l'histoire, rien n'est jamais figé. On peut être un parti important aujourd'hui et demain ne pas l'être. Ce que je sais, c'est que personne ne peut dire qu'au Togo, il y aurait un monolithisme ou un seul parti. Non. Il y a beaucoup de partis, même si on peut le constater, il y a un éclatement au niveau de l'opposition. Un éclatement au niveau de l'opposition où le chef de file, c'est quand même un certain Gilchrist Olympio que vous connaissez très bien, qui en partenariat avec UNIR, votre parti. Bien sûr. Si c'est à mettre à l'actif de M. Olympio et du chef de l'État, qui ont compris que l'intérêt du pays, c'est qu'au-delà des clivages politiques, nous puissions
œuvrer à une sorte d'entente sur les idéaux et les objectifs fondamentaux. Quels sont les objectifs fondamentaux pour les Togolais, pour n'importe quel Togolais? D'abord, c'est ce climat de paix et de sécurité dont j'ai parlé tout à l'heure. Ce qui nécessite quand même le vivre ensemble, la cohésion, l'ouverture les uns envers les autres. Le deuxième objectif majeur sur lequel on peut s'entendre, c'est les objectifs de développement économique et social. Alors, qu'à l'époque, le RPT et l'UFC se soient entendus sur cette base-là pour travailler ensemble, il faut s'en féliciter. Et surtout, il faut exprimer la gratitude aux deux principaux responsables, le président Faure et M. Gilles-Christ Olympio, qui très tôt ont compris qu'il fallait aller dans ce sens-là. Monsieur Bawara, est-ce qu'on ne peut pas considérer le président Faure Gnassingbé comme ayant deux vies, Faure Gnassingbé de 2005 à 2017 et Faure Gnassingbé de 2017 à nos jours? Ma question, c'est qu'après les événements, le soulèvement de 2017, est-il le même homme? Est-ce qu'il est toujours dans sa ligne politique? Est-ce qu'il continue de croire à sa ligne politique d'ouverture et de réconciliation? Il y a quelque chose qui ne varie pas chez lui. Pour tous les observateurs avisés, et je suis certain que vous en êtes un, c'est l'ouverture, le dialogue, la recherche du compromis. Vous savez, un jour l'histoire le dira. Si il a été capable pratiquement de s'aborder son propre parti, le RPT, en estimant qu'il fallait ouvrir, il fallait permettre à des femmes et des hommes qui hier se sont combattus, ont été opposés. Mais dans l'intérêt du pays aujourd'hui, il faut amener ces femmes et ces hommes à travailler ensemble dans une dynamique politique qu'à aujourd'hui unir. C'est parce qu'il est véritablement un homme d'ouverture, un homme de dialogue et un homme de compromis. Cela n'a pas varié, cela n'a pas changé. Je voudrais même vous dire, vous savez, nous avions d'ailleurs essayé de supplier l'opposition de ne pas, la C14 notamment, de ne pas boycotter les élections législatives. Quand on le fait, pourquoi on le fait? C'est parce que nous sommes animés par une volonté d'ouverture. Pendant ce dialogue-là, il y a eu même des possibilités de mise en place du gouvernement d'ouverture. C'était possible, à condition de s'entendre pour régler les problèmes fondamentaux. Les problèmes fondamentaux, c'était les questions qui entretenaient des tensions, des contestations, un sentiment de crise. La question de la limitation des mandats présidentiels, la question du mode de scrutin à l'élection présidentielle, la question de la recomposition de la Cour constitutionnelle. Alors, mais les gens se sont arc-boutés sur une histoire de retour à la Constitution de 1992 avec toutes les implications et conséquences. Estimant même que le troisième mandat du président de la République était un mandat illégal, un mandat illégitime, et donc c'est sur la base d'un compromis politique qu'il faudrait qu'il reste. Avec un gouvernement, il faudrait se partager l'administration, les préfets. Reprenez un peu la litanie des exigences de l'opposition. Moi, je n'ai pas compris pourquoi des partis qui étaient connus comme des partis républicains ont accepté de s'enfermer dans une logique avec le PNP et son leader, alors que tout le monde pouvait voir que le point de chute, c'était l'impasse et l'échec. Et c'est ce qui est arrivé. Tout cela, on ne peut pas dire que cela signifie que le président Faure aurait renoncé, aurait modifié sa ligne de conduite, qui est la politique d'ouverture, la politique de dialogue, la politique de main tendue. Même quand un chef d'État, et c'est ce que le président fait constamment, tend la main, si cette main n'est pas saisie par l'interlocuteur, il ne peut pas les forcer. Et hier, aujourd'hui, comme demain, la nécessité de fédérer toutes les forces, toutes les énergies au service du développement économique et social, au service de la paix et de la sécurité, je suis sûr que cette dynamique-là continuera à prévaloir. Merci. Monsieur le ministre, on va aborder maintenant la question de l'organisation des élections. La présidentielle, dont le premier tour est prévu pour le 22 février prochain. Monsieur Bawara, est-ce que ces élections inspirent confiance? Totalement confiance.
ces élections, d'abord, se déroulent dans le strict respect du cadre légal. J'ai parlé du code électoral. Et l'essentiel des dispositions du code électoral régissant les élections, notamment la composition et le fonctionnement de la CENI, ce sont des dispositions qui proviennent de l'accord politique global. Et à l'époque, celui qui a initié, qui a conduit concrètement les réformes sous l'autorité du président de la République, c'était un Premier ministre issu de l'opposition. Des mesures concrètes ont été prises depuis lors pour renforcer et améliorer à la fois la crédibilité et la fiabilité du processus électoral. Le financement public des campagnes électorales. Nous sommes dans la sous-région, en dehors de la Côte d'Ivoire, le seul pays, en dehors de la Côte d'Ivoire, à ce que les ressources publiques financent la campagne des acteurs politiques. La prise en charge des délégués des candidats dans les bureaux de vote. Nous sommes le seul pays sur le continent africain à avoir instauré ce mécanisme. Les Nations Unies ont essayé d'encourager certains États à adopter le même dispositif. Ils ont dit, mais quand même, nous ne comprenons pas le président Faure. Comment il donne les moyens à son opposition pour être présent dans les bureaux de vote et le surveiller? Il le fait en tant que président de la République. Justement, c'est pour voir sa singularité en termes d'ouverture. Vous avez parlé tout à l'heure d'ouverture. Ça, c'est un acte d'ouverture. Permettre aux autres compétiteurs d'être présents dans les bureaux de vote et d'être témoins de la manière dont les opérations se déroulent. Tous ces mécanismes-là. Je parlais de 2015. En réalité, cette fois-ci, l'élection se déroule dans des conditions de transparence, de paix et de sécurité beaucoup plus renforcées. À la veille du scrutin de 2015, nous étions dans une salle de l'hôtel Sarakawa en train de discuter jusqu'à 3h du matin, alors que le scrutin commençait à 7h. Nous étions encore en train de discuter de quelques modalités. Le fichier électoral vient d'être audité et certifié par une mission conjointe de l'Organisation internationale de la francophonie et de la CEDEAO, à la satisfaction de tous. Le président de la République n'était pas obligé de renouveler ou de recomposer la Cour constitutionnelle. Il l'a fait dans un souci d'ouverture et d'apaisement qui le caractérise. Parce que contrairement à toutes les arguties que nous entendons ici et là, à toutes les incongruités que nous entendons sur la prétendue inconstitutionnalité de la Cour constitutionnelle, il n'en est rien. Vous savez, la Cour constitutionnelle, c'est un organe collégial, comme l'est l'Assemblée nationale ou le Sénat. En France, le Sénat, je pense que c'est 500 députés. Si on va à des élections législatives et qu'à l'issue, il y a une invalidation ou des irrégularités portant sur 50 ou 100 députés, vous croyez que l'Assemblée nationale ne sera pas installée et ne fonctionnera pas valablement? Ça fonctionnera valablement. Ce n'est même pas la première fois au Togo que la Cour constitutionnelle est incomplète. Est-ce que si on devait dire le nombre est incomplet en début, ça rend la Cour inconstitutionnelle? Et si le nombre devient incomplet en cours de route, la Cour devient inconstitutionnelle? Nous avons connu des cas où il y a eu un décès, où il y a eu des décès de membres de la Cour constitutionnelle. Cela a rendu la Cour constitutionnelle incomplète, inconstitutionnelle. Vous voyez, c'est vraiment très triste. Quelqu'un qui est député à l'Assemblée nationale, qui participe aux délibérations et à l'adoption des réformes constitutionnelles, qui jusqu'à la semaine dernière n'a jamais trouvé à redire sur la validité de la réforme constitutionnelle. Tout simplement parce qu'il est dans la démagogie et le populisme. Il se présente à la conférence de presse d'un autre candidat et proclame Urbi et Torbi, ah, je suis d'accord, la Cour constitutionnelle serait illégale. Vous parlez mais quel sérieux? Je ne cite pas de nom. Quel sérieux, quelle crédibilité vous pouvez accorder à cette personnalité? Mais quand quelqu'un est un avocat, ancien enseignant, chercheur à l'université, je veux parler de Maître Zessa Diavon, puisque vous avez décidé d'évoquer des noms, qui est candidat pour être membre de la Cour constitutionnelle.
dont la candidature est rejetée au motif qu'il ne remplit pas les 15 ans de présence au barreau. Après que sa candidature est rejetée, il trouve que la Cour constitutionnelle dont il voulait être membre est inconstitutionnelle. Mais véritablement, quelle leçon nous voulons donner à notre jeunesse avec ce genre de comportement atypique, pour ne pas dire autre chose? À côté de ce débat d'inconstitutionnalité... C'est pas sérieux. Donc c'est pour dire l'ensemble du processus électoral non seulement se déroule en toute irrégularité, en toute conformité avec les lois et les règlements qui existent, mais en plus, il y a des dispositions particulières qui visent à renforcer et consolider le caractère fiable, crédible et incontestable du processus électoral. Oui, pour revenir un instant sur la recomposition de la Cour constitutionnelle, pourquoi avoir choisi de faire du nouveau avec de l'ancien? Est-ce qu'on ne peut pas faire la même chose autrement? Pourquoi ne pas tenter de ramener de nouvelles personnes? Vous savez, où vous partez du critère de compétence et de mérite, et ce genre de considération ne devrait pas être primordial. La question de l'âge de quelqu'un, de combien de fois il a déjà servi. À partir du moment où sa compétence est établie, qu'il a le mérite pour pouvoir servir dans la fonction pour laquelle il est nommé, le reste des considérations ne sont pas importantes. Vous avez évoqué le fichier électoral, la Commission électorale nationale indépendante. Certains l'ont décrié, le comité d'action pour le renouveau, notamment les semaines dernières. Ça veut dire que c'est une commission qui continue de ne pas inspirer confiance à tous les acteurs politiques. Vous savez, j'ai toujours eu beaucoup d'admiration et de respect pour Maître Agboiba. Il ne m'a pas inspiré le fait d'avoir étudié le droit, mais j'étais jeune étudiant à Genève lorsqu'il venait régulièrement pour les travaux de la Commission des droits de l'homme. Il a été un grand avocat. Il a été un des artisans avec le président Yadema de la création de la CNDH. Il a été un des grands combattants des changements fondamentaux au niveau politique des années 90 et 91. Et pour cela, c'est un de nos aînés auxquels nous devons beaucoup de considération et de respect. Mais il y a parfois des prises de position de sa part qui me surprennent. Lorsque nous en avions parlé déjà la dernière fois, lorsque il est allé se livrer en spectacle au ministère de l'administration territoriale, le CAR était déjà représenté à la Commission électorale nationale indépendante et dans tous ses démembrements. Et au moment où nous parlons, le CAR continue à siéger à la Commission électorale et dans tous ses démembrements. Malgré le tintamarre qui a été fait à l'issue du congrès que vous et moi nous avons suivi. Alors moi je préfère retenir du CAR et de Maître Agboiba tous ces aspects positifs que j'ai évoqués tout à l'heure, plutôt que les erreurs de parcours qui peuvent être commises. Déjà, le simple fait d'avoir œuvré et contribué à la création de la CNDH, il faut lui reconnaître tout ce qu'il a joué pour la création du phare, la conférence nationale souveraine. Il a été mon premier ministre et il a joué un rôle capital pour... au cours du dialogue inter-togolais voulu par le chef de l'État. Et donc pour cela, je le respecte. Donc je ne veux pas trop m'attarder sur les erreurs que dans la vie, chacun de nous pouvons commettre. Et cette prise de position-là, pour vous, de sa part, à la fois d'abord avoir décidé de participer à cette aventure de la C14, je crois que c'était une grave erreur de sa part. De la même manière que ces déclarations à propos du processus électoral, il ne faut pas leur accorder beaucoup plus d'importance qu'elles n'en ont. Et ce qu'on redoute, certains surtout lors des élections à venir, c'est la centralisation et la publication des résultats. Est-ce qu'on a aujourd'hui un mécanisme fiable pour proclamer des résultats qui seront acceptés par tout le monde avec des procès-verbaux à la disposition de tous les candidats? Vous savez, tout à l'heure, j'ai évoqué
la prise en charge par l'État des délégués des candidats dans les bureaux de vote. Et ces délégués des candidats ont le droit d'avoir copie du procès verbal des résultats. Un droit souvent théorique. C'est pas théorique. C'est que la loi prévoit, c'est que les règlements prévoient, ça doit être respecté. Et je suis sûr que la CENI prendra les dispositions pour que toutes les dispositions légales et réglementaires soient respectées. Les membres des bureaux de vote sont de tendances différentes. Au moins, vous avez la majorité et l'opposition qui sont représentés dans les bureaux de vote. Et nous savons que les membres des bureaux de vote ont le droit, après avoir signé le procès verbal de résultats, d'avoir chacun une copie. L'acheminement ou la transmission du procès verbal, ce n'est pas un seul individu qui le fait. Alors, à partir de ce moment-là, nous estimons que toutes les conditions sont garanties pour assurer la fiabilité et la traçabilité des procès verbaux des résultats. Maintenant, nous connaissons suffisamment au Togo. Et vous entendez, vous écoutez les discours de ceux qui cherchent déjà à justifier leur échec ou à se trouver des prétextes de la contestation ou éventuellement de violence. Je voudrais vraiment profiter également pour dire que l'élection en elle-même constitue un enjeu. C'est un enjeu démocratique important. C'est un défi du point de vue organisationnel et des moyens à mobiliser. Mais l'élection n'est pas une finalité en soi. L'élection ne peut pas constituer un prétexte pour mettre en cause la paix et la sécurité dont le pays jouit. Alors, il faut que chaque candidat ait à l'esprit qu'au-delà du débat démocratique qui doit avoir lieu légitimement, au-delà de toutes les dispositions qui ont été prises pour assurer le bon déroulement et l'aboutissement du processus électoral, le gouvernement ne ménagera aucun moyen pour mettre hors d'état de nuire toute personne, quelle que soit sa qualité, candidat ou non, qui agirait de manière incompatible avec les dispositions légales ou les impératifs d'ordre et de sécurité publique. Est-ce que vous voulez dire... C'est pour dire, l'élection ne peut pas être l'occasion de rendre vulnérable notre pays, de rendre fragile notre pays, au moment où ceux qui ont perdu la paix, qui ont perdu la sécurité se demandent comment retrouver ces éléments-là. Alors, faisons de l'élection un moment, un rendez-vous démocratique, un rendez-vous de débat d'idées, de confrontation des projets, à supposer que tout le monde en est. Mais ça ne sera jamais une raison pour mettre en cause l'ordre public et la sécurité. Ceux qui sont tentés de croire qu'en se prévalant de leur statut de candidat ou d'ancien ceci ou cela, pour poser des actes qui seraient attentatoires à la sécurité et à l'ordre public, il faut qu'ils sachent que la loi sera imposée et respectée de manière rigoureuse. Parce que les Togolais le méritent. L'intérêt de notre pays nous oblige à aller à ces élections dans un esprit apaisé, dans un esprit de respect mutuel, dans un esprit de débat démocratique, mais personne ne sera dispensé de l'obligation d'agir, de se comporter de manière à préserver la sécurité et l'ordre public. Ce qu'on vous reproche aussi dans l'autre camp, c'est d'utiliser beaucoup de moyens, des moyens disproportionnés lors de la campagne électorale, des moyens d'État parfois, et d'acheter même des consciences, ce que beaucoup assimilent à de la fraude électorale. Dites-moi un seul pays au monde où ce genre d'argument n'est pas évoqué. Donnez-moi un seul pays au monde où ce genre d'argument n'est pas évoqué. Vous voyez, le président Trump, il est chaque jour en campagne. Et il le dit. Il ne dit pas qu'il est en visite, il dit qu'il est en campagne. Chaque jour, le président français est en visite dans des localités. Son opposition l'accuse
d'utiliser son statut de président pour être dans une campagne déguisée. Donnez-moi un seul pays. Non, ce genre d'argument, c'est du déjà entendu, c'est du déjà vu. Cela ne nous émeut pas. Vous savez, peut-être que vous ne l'avez pas suivi suffisamment. Lorsque le président Faure Gnassingbé a accepté de répondre à l'appel de la base, parce que nous sommes dans une dynamique différente de ce qui se passe ailleurs. Ce n'est pas le sommet qui impose quoi que ce soit, c'est la base. Il y a eu des tournées dans toutes les régions du pays et les militants unanimement ont décidé que c'est lui qui devait être le porte-flambeau du parti à la prochaine élection. Le jour où il a accepté, dans un esprit de mission et de responsabilité, la mission que lui confient les militants et que le pays, dont le pays a également besoin, il a dit, ces élections, nous devons y aller dans un esprit de modestie et d'humilité. Humilité parce que nous sommes aux affaires, on a un bilan de progrès qui sera détaillé le moment venu. Mais humilité surtout parce que tout n'a pas pu être fait, tout n'a pas été fait. Oui, et il nous a dit, oui, il faut respecter les adversaires. Et c'est ce que nous allons également faire. Tout à fait. Alors, des adversaires, on va en parler. Voilà, c'est pour vous dire que il n'est pas question dans cette campagne, ni pour le candidat, ni pour ses partisans, d'avoir des agissements qui seraient choquants pour nos concitoyens. Merci. C'est vraiment en toute humilité, en toute sobriété, que nous irons vers eux pour les écouter, pour échanger et chercher à voir dans ce que la population dit. Qu'est-ce que nous pouvons en tirer pour améliorer l'efficacité de l'action publique? Merci. Le bilan social de Faure Gnassingbé, lors de la seconde partie, on évoquera aussi les autres candidats. Mais on marque une pause pour une édition de journal. À tout de suite pour la suite.